Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de faire le corrigé du sujet des PIP qui est tombé en histoire pour le concours 2023, l'extrême droite en Europe durant l'entre-deux-guerres, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni. Alors, quelques pistes d'abord euh, de- d'introduction. Je crois qu'on aurait pu, en introduction, évoquer le lien entre la Première Guerre mondiale, la brutalisation des combats et le développement de régimes politiques, de propositions politiques qui visent à accentuer l'autoritarisme. C'est en particulier l'historien Georges Mosse, M-O-2-S-E, dans un ouvrage qui s'appelle De la Grande Guerre au totalitarisme, la brutalisation des sociétés, c'est le sous-titre. Il est paru en 1999. Et il établit un lien très fort entre la Première Guerre mondiale et la genèse des systèmes totalitaires, la genèse de régimes politiques d'extrême droite. Et on peut voir qu'en effet, c'est pendant l'entre-deux-guerres que l'extrême droite semble se développer, particulièrement en Europe et notamment en France, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni. Définissons les termes et ce qu'on appelle l'extrême droite. Au début du XXe siècle, l'extrême droite, elle est représentée par plusieurs mouvements. Alors en France, ça peut être l'Action française, par exemple. Elle est représentée par des mouvements qui se veulent soit royalistes, et donc plutôt traditionnalistes, soit nationalistes également, qui peuvent être aussi dans le traditionnalisme, qui défendent aussi parfois et souvent des doctrines racistes et antisémites. Je rappelle aussi l'origine de la notion de droite, qui est proprement française. Pendant la Révolution française, au moment où il s'agit de voter pour ou contre le droit de veto du roi dans la nouvelle constitution qui est à venir, eh bien, la droite se masse, enfin, des députés se massent à droite et ils sont pour ce droit de veto suspensif du roi. Ils sont plutôt donc conservateurs et considérés comme conservateurs. Et les députés de gauche se placent donc à gauche et sont contre cette mesure. L'extrême droite, en tout cas, c'est donc une mouvance politique qui est très diverse et qui va se situer donc au-delà de la notion de conservatisme et qu'on aurait pu définir comme nationaliste, parfois royaliste ou impérialiste, raciste et antisémite. Évidemment, cette extrême droite a donné des régimes fascistes, des régimes totalitaires, le fascisme italien et le nazisme allemand. Mais attention, ce qui est assez intéressant de souligner, c'est que à l'époque, et d'ailleurs souvent encore aujourd'hui, on ne se définit pas, quand on est à l'extrême droite, on ne se définit pas comme étant de l'extrême droite. L'entre-deux-guerres, la définition est facile. On considérera que c'est à partir de 1918, donc à partir de la fin de novembre 1918 et de la fin de la Première Guerre mondiale, jusqu'en 1939, le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Et la problématique me semble finalement assez simple. On a quatre pays qu'on nous propose d'étudier et avec deux pays qui s'opposent à deux autres. Dans deux pays, l'Allemagne et l'Italie, l'extrême droite a triomphé et elle a donné lieu à des régimes politiques plus ou moins durables. En France et au Royaume-Uni, l'extrême droite n'a pas réussi à triompher, même si elle a eu une certaine importance. Et je propose donc la problématique suivante. Comment expliquer l'émergence différenciée de mouvements d'extrême droite en Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni pendant l'entre-deux-guerres? Est-ce que cette émergence différenciée, elle est liée aux résultats dans la Première Guerre mondiale ou est-ce qu'elle est liée à des facteurs beaucoup plus anciens? Et je proposerai un plan en trois parties. Dans une première partie, j'étudierai les facteurs de l'émergence de l'extrême droite en Europe et plus précisément dans ces quatre pays. Dans une deuxième partie, je vous proposerai d'étudier une traduction politique différenciée de l'extrême droite dans ces quatre pays. Et dans une troisième partie, on étudiera les conséquences importantes
à différentes échelles de la présence de l'extrême droite à l'échelle nationale, à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde. Mais commençons par la première partie, qui est donc les facteurs divers de l'émergence, du développement de l'extrême droite en Europe entre les années 20 et les années 30. Le premier facteur, grand A, c'est bien évidemment la Première Guerre mondiale. Alors, en Italie, par exemple, bah, ce sont les frustrations liées à la victoire mutilée. Effectivement, en Italie, alors l'Italie d'abord elle a changé de camp, hein. En 1914 elle est avec les empires centraux, avec la Triplice, et en 1915 elle a accepté de changer de camp et de combattre aux côtés de la Triple Entente, avec la France, le Royaume-Uni et aussi la Russie. Ce qui l'a fait changer d'avis, c'est la promesse d'obtenir des terres et d'achever l'unité du pays. Mais le problème, c'est qu'en 1919, lors de la conférence de Paris, elle n'obtient pas certains territoires, par exemple la Dalmatie, qui a été accordée à la nouvelle Yougoslavie. Et du coup, on va avoir des groupes nationalistes qui vont s'agiter, qui portent une chemise noire en signe de deuil. En mars 1919, Mussolini fonde les faisceaux italiens de combat à Milan, et il en appelle à refuser la démocratie parlementaire, il en appelle à user de la violence. Et il rassemble évidemment des membres de l'extrême droite en exploitant les peurs du retour à la paix de nombreux soldats. C'est le début du fascisme. En Allemagne, même chose. Alors, même chose, et pas tout à fait en même temps. L'Italie a gagné la guerre officiellement, mais elle n'a pas obtenu tout ce qu'elle voulait. L'Allemagne, elle, a perdu la guerre. Et le parti nazi, en fait, qui est créé en 1919, a accrédité l'idée du coup de poignard dans le dos. Qu'est-ce que c'est? Après l'abdication de l'empereur Guillaume II, le 9 novembre 1918, le gouvernement provisoire allemand, qui va fonder la République de Weimar, accepte l'armistice alors que le territoire allemand n'a pas été envahi. Et le discours d'Hitler consiste alors à affirmer que l'Allemagne, qui est pourtant à genoux, était en mesure de continuer la guerre et que ce sont les républicains qui ont volontairement livré l'Allemagne, pardon, aux mains des vainqueurs et en particulier à l'ennemi héréditaire français. En plus, lors de la signature du traité de Versailles, le 28 juin 1919, eh bien, il y a l'humiliation de l'Allemagne. Elle perd 12% de son territoire, dont l'Alsace-Moselle. Elle est coupée en deux, le territoire allemand est coupé en deux par le corridor de Danzig, qui va ménager un accès à la mer à la Pologne. L'armée allemande est réduite à 100 000 hommes, elle perd toutes ses colonies, l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion avec l'Autriche, est interdit, et elle est déclarée responsable de la guerre et elle va devoir payer des réparations. On voit également donc que la Première Guerre mondiale a été véritablement à l'origine de l'émergence, du développement de l'extrême droite, même si cette extrême droite pouvait exister, on le verra un peu plus tard, à la fin du XIXe siècle. Et puis, dans les pays vainqueurs comme la France et comme le Royaume-Uni, on voit aussi des associations d'anciens combattants en France et au Royaume-Uni qui sont pour l'essentiel pacifistes, qui veulent considérer que la Première Guerre mondiale est la der des der. Alors, elles ne sont pas encore d'extrême droite, pour l'essentiel, ces associations d'anciens combattants, mais elles vont finalement progressivement rejoindre l'extrême droite, pas toutes, hein. On a des associations d'anciens combattants de gauche, notamment communistes, mais par pacifisme, par la volonté finalement de ne pas céder aux provocations d'Hitler et de Mussolini, elles vont se retrouver dans l'escarcelle de l'extrême droite. Mais il existe, grand B, aussi un deuxième facteur, que sont les crises économiques. Les crises économiques de l'entre-deux-guerres, elles ont été un facteur de l'émergence de l'extrême droite, ou du moins du développement de l'extrême droite. L'Allemagne et l'Italie en particulier ont été touchées par des crises économiques importantes. L'Allemagne, elle a connu l'hyperinflation de 1923, où la monnaie, le mark, voit sa valeur dégringoler jusqu'à ne plus rien valoir. Bon, l'économie allemande va être redressée assez rapidement en 1924, mais il n'empêche, la population allemande a été profondément traumatisée par une monnaie qui ne vaut plus rien. En 1929 également, l'Allemagne est très touchée par la crise économique. Elle compte en 1933 6 millions de chômeurs et les gouvernements sont désemparés et ne parviennent pas à résoudre la crise.
Eh bien, en Italie, en Allemagne, on va jouer sur cette peur-là. Je rajoute qu'il y a aussi la crise de reconversion de l'économie de guerre en économie de paix entre 1920 et 1921. Et c'est aussi cette crise. Et la peur, on en parlait tout à l'heure, la peur du reclassement de la part de certains soldats qui ont peur de ne pas retrouver un emploi, par exemple en Italie, eh bien c'est ça qui va porter au pouvoir en partie Mussolini. Et ce qui va porter au pouvoir en partie Hitler et qui va permettre le développement du nazisme en Allemagne, c'est justement la crise économique, où Hitler promet de donner du travail à l'ensemble des ouvriers. Et on voit que plus les chiffres du chômage augmentent en Allemagne, plus les voix du parti nazi sont importantes également. Et c'est ce qui va rendre le parti nazi le plus important parti d'Allemagne à partir des élections législatives de 1932. En France et au Royaume-Uni, les crises économiques également ont contribué à radicaliser l'opinion. Il faut comprendre que l'inflation qui règne au sortir de la Première Guerre mondiale, dans le cadre de cette crise de reconversion de l'économie de paix à l'économie de guerre, elle va éroder les revenus. Elle va faire passer les classes moyennes dans le camp de la radicalité. On a une véritable radicalisation de l'opinion. Et face également à la crise économique de 1929 et des années 30, on va voir qu'on a aussi en France une certaine radicalisation de l'opinion, même si elle est bien moins importante qu'en Italie et qu'en Allemagne. Et grand C, il y a aussi des crises politiques. Les crises politiques ont porté au pouvoir ou ont permis le développement de l'extrême droite en Europe. Alors, ces crises politiques, elles sont de différents ordres. D'abord, au-delà de la notion de crise politique, peut-être un simple facteur politique, c'est l'idée que l'Allemagne n'a jamais connu avant 1918, à l'exception d'une très courte expérience du Printemps des peuples en 1848, elle n'a jamais connu de régime démocratique. Et puis, il y a en Allemagne une tradition autoritariste qui est vivace. Ça favorise évidemment euh, les, les valeurs de l'extrême droite. Je rajoute que ce n'est pas une crise politique, mais c'est aussi un facteur d'ordre politique. L'Italie et l'Allemagne sont deux pays qui ont achevé leur unité dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et ça s'est accompagné de l'exacerbation de sentiments nationalistes. En Allemagne, par exemple, on a le développement du mouvement Völkisch, qui considère que le peuple allemand est une référence unique au niveau culturel, au niveau racial. Ce mouvement folkish, il se nourrit de la vogue de la biologie, des théories de Darwin, la lutte pour la vie, la sélection des espèces, et très tôt, il va mêler des éléments de pureté de la race en développant des théories eugénistes. L'antisémitisme est également très présent dans ce mouvement folkish qu'on retrouve au début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale. Et il s'appuie, ce mouvement, sur le fait que de nombreux dirigeants politiques sont juifs. Le mouvement Volkisch et ces mouvements d'extrême droite vont notamment dénoncer le fait que le père de la constitution de la République de Weimar en Allemagne, à partir de 1919, est juif, il s'appelle Hugo Preuss. On dénonce également le fait que de grands révolutionnaires, Rosa Luxembourg par exemple, sont juifs et le principe de la race va devenir prépondérant. Il est présenté comme une clé d'explication de la dégénérescence de certains peuples. L'idée, c'est donc qu'il faut régénérer l'Europe, en particulier l'Allemagne, en éliminant systématiquement les Juifs qui décomposent toute forme de culture. Et on voit que là, on est bien dans des théories, dans une idéologie d'extrême droite. La crise politique, c'est aussi, pendant la République de Weimar, une république qui apparaît relativement faible, qui est sujette à des coups d'État. Hitler, d'ailleurs, en fait un en 1923, raté. C'est le putsch de la brasserie en 1923. Il y a des assassinats politiques. Bon, bah, tout ce bazar, Euh, il y a la tentative de révolution spartakiste aussi en Allemagne, en 1919-1920, qui va être matée dans le sang. Tout cela favorise une certaine demande d'un régime autoritaire et qui donc favorise les thèses de l'extrême droite. En France et en Allemagne, on a le développement de l'antiparlementarisme et de scandales politiques. Alors l'antiparlementarisme, c'est la critique du Parlement. C'est la critique de la corruption des parlementaires, la critique de l'inefficacité du parlementarisme et des débats démocratiques.
J'en veux pour preuve ici l'affaire Stavisky en 1933. Alors Stavisky est un Français d'origine russe, juif, qui est un escroc professionnel, et il n'en est pas à son coup d'essai. En 1933, la presse révèle un scandale. Il a fondé une société qui a émis des actions et qui a été gagée sur des bijoux faux et volés. Et en fait, plein de petits actionnaires se sont laissés avoir et ont dépensé de l'argent pour acheter des actions. Stavisky est finalement arrêté par la police en janvier 1934 dans un chalet à Chamonix. Il se suicide au dire du rapport de police. Et immédiatement, l'extrême droite s'embrase et ça va donner le 6 février 1934, c'est-à-dire des grandes manifestations d'extrême droite en France et des ligues d'extrême droite. Mais je vais vous en reparler dans la deuxième partie. Conclusion sur cette première partie, on a donc différents facteurs en Europe qui favorisent le développement de l'extrême droite. Mais, grand 2, deuxième partie, on a une traduction politique de l'extrême droite qui est différenciée dans ces 4 pays. Grand A, d'abord, on a une arrivée au pouvoir théoriquement légale du fascisme italien et du nazisme allemand. L'extrême droite arrive légalement, alors qu'on peut remettre en cause cette idée, mais arrive sur le plan des institutions légalement au pouvoir. Et effectivement, les mouvements fascistes vont se structurer en 1921. C'est la création du PNF par Mussolini, le Parti national fasciste. Et on voit qu'il représente bien une synthèse entre d'un côté des influences socialistes, Mussolini était au départ socialiste, et une volonté très nationaliste. Et le PNF se renforce progressivement. Il a 700 000 adhérents en 1922. Il recrute là aussi parmi les anciens combattants, parmi les chômeurs, parmi les officiers déclassés, des bourgeois ruinés par l'inflation, des industriels, des fonctionnaires qui craignent aussi la menace communiste. Et tous ceux qui évidemment adhèrent à l'idée de la victoire mutilée. Ces fascistes, ils font régner une certaine violence. Ils prennent le contrôle de certaines villes. Et le 27 octobre 1922, Mussolini, qui est devenu une figure politique importante, il décide de mettre la pression sur un gouvernement italien qui est très affaibli en lançant la marche sur Rome. Et les fascistes vont prendre le contrôle d'une partie de l'Italie du Nord et du Centre en même temps. Et cette marche, pourtant mal préparée, elle témoigne de l'impuissance, voire sûrement de la complicité de certains membres du gouvernement qui auraient pu parfaitement arrêter cette marche. Et c'est surtout aussi le roi, Victor Emmanuel III, le roi se voit proposer de proclamer l'état d'urgence, il refuse, et il propose à Mussolini d'assurer la direction du gouvernement. Le Duce est donc parvenu légalement au pouvoir, même si la menace a été utilisée, et le fascisme s'impose sur une sorte de vide politique. En Allemagne, alors même processus qui a duré un peu plus de temps, le parti nazi, donc fondé en 2019, reste très confidentiel. L'idéologie, donc, elle est empreinte de nationalisme, d'antisémitisme. Elle trouve ses origines dans certains auteurs, comme Oswald Spengler, qui est l'auteur du Déclin de l'Occident en 1918. Bon, le mouvement Volkisch, dont je vous ai déjà parlé. Et en fait, c'est ça qui va structurer le nazisme, le parti NSDAP. Et lors des élections législatives de 1932, le parti nazi devient le premier parti d'Allemagne en suivant une progression assez régulière. Il obtient 37% des voix en juillet 1932, même s'il faut remarquer que l'extrême droite n'a jamais été majoritaire en fait en Allemagne. Le maréchal Hindenburg, qui est président de la République, décide de nommer Hitler chancelier le 30 janvier 1933. Et une bonne partie de la classe politique estime qu'il sera possible de manœuvrer ce chef de parti qui est peut-être un peu trop bruyant. Donc on voit que y a une arrivée qui est, somme toute, relativement légale euh, au pouvoir, même si il y a des éléments de menace. Grand B, cette extrême droite au pouvoir va se transformer en régime totalitaire en Italie et en Allemagne, avec des caractéristiques qui sont des caractéristiques identiques, malgré quelques différences.
On a d'abord des caractéristiques communes. Euh, c'est d'abord la confiscation du pouvoir politique. En Italie, en Allemagne, le chef concentre l'ensemble des pouvoirs. Il représente le guide, le Führer en Allemagne, le Duce en Italie. On ne discute pas ses ordres, on se plaît à répéter en Italie que le Duce a toujours raison, le chef est considéré comme un homme providentiel, et il y a un véritable culte de la personnalité qui est adressé à ces deux personnages. L'État est également aux mains d'un seul parti qui contrôle toute la vie politique, le parti fasciste en Italie, le NSDAP en Allemagne. Et progressivement, ces partis vont conquérir l'ensemble du pouvoir. On a également une deuxième grande caractéristique des sociétés qui sont totalement soumises. Les populations sont embrigadées, à commencer par les jeunes. Mussolini va créer par exemple l'ONB, l'œuvre nationale Balia, qui regroupe jusqu'à près de 400 000 enfants, et les garçons en particulier sont enrôlés dans des formations paramilitaires en fonction de leur âge. Les fils de la Louve de 4 à 8 ans, les Baliyas de 8 à 14 ans, les avant-gardes de 14 à 18 ans et la jeunesse fasciste de 19 à 21 ans. Le but était de leur donner une formation sportive et militaire, sans insister sur les activités intellectuelles, pour les préparer à leur futur rôle de soldats. Et les fillettes, au contraire, étaient préparées à leur rôle de mère et d'épouse de soldats. Bon, même chose pour les jeunesses hitlériennes en Allemagne. Les adultes sont également encadrés. En Italie, c'était le dopo lavoro, après le travail. La force par la joie en Allemagne, qui encadrait les loisirs des adultes, qui organisait des sorties, etc. La propagande, en tout cas, dans ces États, elle devient primordiale. Et Goebbels, en Allemagne, en a la charge avec des slogans qui sont répétés: croire, obéir, combattre en Italie, ou un peuple, un empire, un chef en Allemagne. La censure règne sur tous les moyens de communication, on dénigre certaines formes d'art, on valorise un art officiel, et c'est le cinéma en particulier qui est vu comme un art très important qui fait de la propagande au régime. On le voit dans les œuvres de Leni Riefenstahl, par exemple, Le Triomphe de la volonté en 1935, Les Dieux du Stade en 1936, sur les Jeux Olympiques de Berlin. Bon, on voit que l'enseignement est également mis au service du régime. Les professeurs et les programmes sont revisités, en histoire en particulier. L'Allemagne, elle voit par exemple que, enfin, tous les historiens allemands voient désormais, dans les grandes catastrophes de l'humanité, le rôle des Juifs, la Grande Peste, la défaite de novembre 1918. Et on considère au contraire que toutes les grandes réalisations de l'humanité sont attribuées aux Aryens jusqu'à la muraille de Chine, par exemple. Et puis, troisième caractéristique, c'est la terreur. La terreur qui est exercée par la police, on le voit par exemple en Allemagne avec la Gestapo, la police politique qui traque tous les opposants. On voit également les persécutions et les persécutions massives. En Allemagne, on le voit avec l'édification du premier camp de concentration dès 1933, c'est Dachau, et ensuite les camps d'extermination à partir de 1941, même si on est un peu en dehors de notre sujet. Donc on voit que euh, deux extrêmes droites se sont transformées en régime totalitaire, avec des points communs très importants. Mais il y a également quelques différences. Alors, la différence, c'est d'abord l'idéologie antisémite. Le nazisme insiste sur l'antisémitisme, c'est beaucoup moins le cas, enfin, c'est même pas du tout le cas en Italie, jusqu'en 1938, où là, pour le coup, juste après l'alliance entre l'Italie et l'Allemagne, en 1936, eh bien, l'Italie va, à grand renfort de savants, déclarer que le peuple italien est un peuple arien aussi, grâce à l'émigration des Lombards, des Normands, en Lombardie pendant le Moyen Âge. Donc, c'est une apparition plus tardive de l'antisémitisme en Italie et aussi un degré d'achèvement très différent. On considère que le nazisme est un totalitarisme abouti, le fascisme italien
pas totalement. Mussolini, par exemple, ne réussira jamais à remettre en cause trois contre-pouvoirs importants, le pouvoir de l'armée, le pouvoir de l'Église catholique et le pouvoir de la monarchie. Il aurait bien aimé, hein, mais il n'y arrivera pas. On voit en tout cas que donc deux régimes totalitaires se sont mis en place de façon légale et qu'ils disposent de points communs malgré quelques différences. Français, en revanche, en France et au Royaume-Uni, l'extrême droite reste plutôt à l'écart et à l'échelle de groupes ou de groupuscules. Alors, il faut parler ici effectivement du 6 février 1934 et des ligues d'extrême droite. Ces ligues d'extrême droite, donc on les retrouve lors de la manifestation du 6 février 1934. On la voit avec les Croix de Feu, par exemple, du colonel de la Rocque. On le voit qui vont manœuvrer devant le Palais Bourbon, et on a d'autres associations qui sont présentes et qui veulent faire dégénérer la manifestation et qui représentent ces mouvements d'extrême droite. L'Action française, par exemple, royaliste, les Jeunesses patriotes de Tétinger, Solidarité française, des mouvements liés à un autre mouvement qu'on appelle le francisme de Marcel Bucard. On voit que il y a un bilan qui est très très grave, avec donc une visibilité de ces mouvements d'extrême droite. 15 morts et une centaine de blessés au soir du 6 février 1934. Et l'élection française, d'ailleurs, va en profiter. Elle va exploiter l'image d'une République qui fait tirer sur ses anciens combattants. Ça va entraîner la démission de Daladier. Et on voit que le parlementarisme abdique devant une émeute. Et Daladier est remplacé par l'ancien président de la République, Gaston Doumergue. Au Royaume-Uni, on a également quelques groupes. Il existe un fascisme britannique qui a été porté par certains mouvements avec des aspects du fascisme italien et du nazisme. Alors on trouve les British Fascists de 1923 à 1934, la Imperial Fascist League de 1929 à 1939, et l'Union britannique des fascistes, la plus importante, la BUF, British Union of Fascists, de 1932 à 1940. Mais en fait, ce fascisme britannique, il est basé d'abord sur le nationalisme. La BUF, donc l'Union britannique des fascistes, va chercher à unifier la nation britannique par-delà, par exemple, les divisions entre protestants et catholiques, et va chercher, par exemple, à intégrer les catholiques irlandais en Grande-Bretagne. La BUF, elle a déclaré son soutien à une tolérance religieuse. Et son chef, Oswald Mosley, a condamné, par exemple, le gouvernement libéral de Lloyd George pour avoir permis des représailles entre catholiques et protestants en Irlande. Sur les questions raciales, les mouvements fascistes britanniques ont eu des politiques assez différentes. Alors la BUF de Mosley met en avant la primauté de la culture sur les différences nationales et raciales. Et en cela, il se rapproche plus du fascisme italien. Ça veut dire que la BUF n'était pas initialement antisémite. Euh, mais Mosley va de plus en plus affirmer son antisémitisme en invoquant les théories d'Oswald Spengler sur le déclin de l'Occident. Le fascisme britannique de la Ligue impériale fasciste de Arnold Lees a promu une politique raciale nazie et donc antisémite. Voilà, on voit que finalement, pour conclure sur cette deuxième partie, on voit que ben, l'extrême droite, elle a une réalité, mais une réalité très différenciée et une importance très différenciée en fonction des pays d'Europe. En trois, voyons maintenant les conséquences de l'avènement de l'extrême droite à l'échelle nationale, à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde. Quant à, d'abord, on a l'alliance des deux partis fascistes au sein de l'Europe. C'est l'axe Rome-Berlin en 1936. D'ailleurs, il faut bien souligner qu'avant 1935, l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste euh, ne s'apprécient pas. Mussolini voit dans Hitler un concurrent et en fait, il n'y a pas véritablement de lien. L'Italie fasciste fait des alliances, notamment par exemple en 1935, elle fait des alliances avec la France qui est républicaine.
Mais en 1936, c'est la signature de l'axe Rome-Berlin. L'Italie et l'Allemagne, elles se rapprochent en 1935 et 1936, lorsque l'Italie décide de partir à la conquête de l'Éthiopie et qu'elle va être critiquée par la SDN. L'Allemagne avait quitté la SDN, l'Allemagne nazie, et les deux pays se rapprochent. Et l'apogée, c'est la signature en 1936 de l'axe Rome-Berlin. Les régimes totalitaires, les régimes d'extrême droite ici, s'unissent face aux démocraties qui sont jugées décadentes et face aux dangers bolcheviques. Hitler va renforcer ce bloc totalitaire en s'alliant avec le Japon, par exemple. On sait que l'Italie et l'Allemagne ont fait leurs premières armes comme dans une sorte de répétition générale pendant la guerre d'Espagne entre 1936 et 1939. On voit en tout cas que ces régimes se rapprochent et que pendant la guerre d'Espagne, on a aussi un rapprochement entre ces deux pays. En 1937, la Légion Condor bombarde le village de Guernica et on voit que pendant la guerre d'Espagne, l'Allemagne et l'Italie ont appris en fait à coordonner leurs forces. Grand B, on voit à l'échelle plutôt mondiale ici, plus qu'européenne, on voit que l'extrême droite en Europe est à l'origine aussi de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le révisionnisme allemand face à la passivité des démocraties. En 1935, Hitler décrète le service militaire obligatoire et il donne le feu vert à la création d'une armée de l'air. En 1936, Hitler envahit la Rhénanie et les démocraties ne bougent pas. Hitler va également affirmer l'expansionnisme allemand. Il cherche à réaliser le pan-germanisme en annexant l'Autriche. Dès 1937, l'armée allemande élabore des plans d'invasion de l'Autriche et en 1938, Hitler réalise ce qui était interdit par le traité de Versailles, l'Anschluss. Et finalement, c'est une sorte de promenade militaire, il y a très peu de résistance et on a l'impression que les Autrichiens accueillent les nazis à bras ouverts. Il y a donc une extrême droite qui est à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale. On le voit avec cet expansionnisme. Ensuite, après l'annexion de l'Autriche en 1938, Hitler va réclamer les Sudètes. C'est chose faite en octobre 1938. Puis l'ensemble de la Tchécoslovaquie. C'est chose faite en mars 1939. Puis la Pologne. Et là, c'est le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale en septembre 1939. On voit que la Deuxième Guerre mondiale, pardon, que ces régimes d'extrême droite sont à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale. On le voit également avec la politique économique qui est menée pour solutionner la crise. Oui, surtout l'Allemagne nazie parvient à résoudre en partie la crise, mais au prix justement de la militarisation de l'économie et de la remise en cause du traité de Versailles. Et enfin, grand C, une extrême droite en France qui va, et au Royaume-Uni, qui va perdurer de différentes façons, qui soutient les régimes totalitaires, mais qui pose des débats. Alors effectivement, on a des groupes ou des groupuscules, comme le francisme de Marcel Bucard, qui est soutenu et financé par Mussolini. Il y a donc des accointances, il y a une certaine admiration réciproque. Mais je voudrais surtout vous présenter dans cette dernière sous-partie un débat qui a animé deux historiens, euh, Zev Sternel, un historien israélien, et René Raymond, un historien français. En gros, Zev Sternel dit il y a eu l'extrême droite française, a été un fascisme français. René Raymond dit non, cette extrême droite, c'est plutôt du conservatisme. Alors, voyons qui a tort, qui a raison, je vous expose les termes du débat. D'une part, on peut considérer qu'il y a des mouvements s'inspirant effectivement clairement du fascisme. On a le faisceau de Georges Valois. Le faisceau, le fascisme, c'est clairement lié. Et qui tente d'opérer une synthèse fasciste. On a le francisme, créé en 1933 de Marcel Bucard, qui se veut un mouvement d'action révolutionnaire. Il est inspiré du fascisme italien. Bon, d'autres mouvements comme Solidarité française, dirigé par Jean Renaud, les Chemises vertes d'Henri Dorgère,
qui est une sorte de fascisme vert, de fascisme paysan, le PPF, le Parti populaire français, fondé en 1936 par Jacques Doriot. L'Action française également. Alors elle est nationaliste, elle est anti-républicaine, elle est antisémite, elle est germanophobe, mais elle n'est pas du tout fasciste pour le coup. En revanche, certains dissidents de l'Action française sont séduits par Mussolini. Pierre Drieux-La Rochelle, par exemple, dans un ouvrage de 1934 qui s'intitule Socialisme fasciste, il ambitionne un renouvellement autoritaire. Et il voit dans le fascisme un remède à la crise de civilisation. Robert Brasilac, même chose. Il prend parti pour l'Italie au moment de la guerre de l'Éthiopie. Donc, on a des courants qui s'inspirent plutôt du fascisme. Mais pourtant, on devrait dire qu'ils n'en relèvent pas véritablement. Et puis, ils ont été de très faible importance. Effectivement, on voit que le faisceau de Georges Valois, il a duré de 1925 à 1928. Ça n'a pas été un mouvement qui a véritablement pris. Les croix de feu du colonel de Larocque, elles sont d'extrême droite, mais elles ne sont pas fascistes. Euh, le colonel de Larocque, le dirigeant donc des croix de feu, est un militaire patriote, catholique social, très éloigné du nationalisme intégral de Maurras. Et son souhait, c'est de développer une formation capable de s'opposer aux mesures du Front populaire. Mais jamais il ne voudra mettre en place une dictature ou un totalitarisme. Et après la dissolution de son mouvement en juin 1936, de Larocque, il va euh, être légaliste et il va transformer les Croix de Feu en un parti, le PSF, le Parti social français. Et donc, on pourrait dire que il y a même l'inexistence d'un fascisme français, puisque ces organisations, c'est quelques milliers de personnes, quelques dizaines de milliers. Alors, pas les Croix de Feu, hein, les Croix de Feu sont beaucoup plus nombreuses, mais pour les organisations véritablement fascistes, il y en a assez peu. Et finalement, deux historiens essaient de réconcilier cela. Est-ce que l'extrême droite française, c'est du fascisme? Raoul Girardet parle d'imprégnation fasciste. Philippe Burin parle de champ magnétique des fascismes. Oui, il y a des hommes et des mouvements d'extrême droite qui se sont réclamés du fascisme stricto sensu, qui ont eu une certaine influence, mais cette influence a été limitée. Euh, et leur enfin, ce lien ténu avec les totalitarismes n'a pas permis, avant la Deuxième Guerre mondiale, l'implantation d'un vrai fascisme français. Et euh, on voit donc qu'il y a des connivences entre les mouvements d'extrême droite français et britanniques, et le nazisme allemand et le fascisme italien, même si en France, il y a toujours de la germanophobie. Mais on voit que cette extrême droite n'est pas nécessairement, en tout cas en France, du fascisme. Au Royaume-Uni, c'est plus difficile de le dire puisqu'on se réclame, vous l'avez vu dans les intitulés, on se réclame du fascisme. Mais on a vu comment il y avait des différenciations. Deux mots de conclusion pour vous dire finalement que ben, étudier l'extrême droite dans l'entre-deux-guerres, dans ces quatre pays, c'est voir qu'est-ce qui a favorisé l'émergence de l'extrême droite. La Première Guerre mondiale, des crises économiques, des données politiques. Mais c'est surtout étudier une différenciation importante en matière de traduction politique et de conséquences politiques, économiques et internationales. Comment expliquer justement que en Italie et en Allemagne, cette extrême droite, elle se soit transformée, d'abord elle est prise et elle se soit transformée en régime totalitaire, alors qu'en France et au Royaume-Uni, pas vraiment. Peut-être la tradition démocratique, la tradition républicaine. La République, elle existe en France depuis 1792, alors avec des hauts et des bas. La République n'existe pas au Royaume-Uni, puisque c'est une monarchie, mais la démocratie, oui, et depuis très longtemps. Peut-être que cette notion, justement, d'expérience démocratique a été ce qui n'a pas empêché l'émergence de l'extrême droite, mais qui a empêché
son arrivée au pouvoir. Et j'aurais ouvert sur la Deuxième Guerre mondiale en trouvant une autre différenciation et en disant qu'à partir de 1940, en revanche, si le Royaume-Uni réussit à se préserver d'un régime d'extrême droite, la France, non, puisque face à la défaite, elle sombre dans le régime de Vichy.